Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, votre rendez-vous quotidien consacré à la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Thierry Le Révérend, qui est le directeur général de l'association Terre Agir, qui coordonne entre autres le programme Éco-École, éducation au développement durable, qui existe depuis bientôt 20 ans. On fera le bilan. Le label Ecobalise, mis en place pour informer des répercussions de l'ultra fast fashion, est-il vraiment adapté? Ce sera le thème du Zoom de ce Smart Impact avec Christophe Gérardier, le PDG de Glimpact, spécialiste du calcul de l'impact environnemental des produits. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, vous découvrez Grise, c'est une plateforme anti-gaspi dédiée aux cosmétiques. Éducation, habillement, cosmétiques, 3 univers, 30 minutes pour les explorer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Thierry Le Révérend. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de l'association Terre Agir. On va parler ensemble de ce programme Éco-École que vous coordonnez depuis bientôt 20 ans. Mais d'abord, allez, une présentation rapide de Terre Agir. Terre Agir, c'est une association à but non lucratif qui a été créée pour accompagner la société dans la transition écologique, en utilisant un levier en particulier que nous, on estime être très puissant, c'est l'éducation, les apprentissages, la formation, c'est-à-dire la transformation des humains par leurs connaissances. Ouais, les labels aussi, il y a quelques labels que vous avez créés. On utilise les labels qui sont des outils pour valoriser l'action, mais au cœur de ces labels, encore une fois, on retrouve la question de ce que l'on apprend, les apprentissages, la formation. Et donc, on va consacrer l'essentiel de cette interview à cette Éco-École, ce programme qui a été lancé il y a 19 ans, c'est ça de quoi s'agit-il, tout simplement, avant de faire le bilan? C'est quoi Éco-École? La crise écologique questionne tous les secteurs de la société aujourd'hui, absolument tous, le climat, la biodiversité, questionne l'agriculture, les transports, mais aussi nos façons d'apprendre. Et donc à cet égard, nous, on dit que cette crise écologique est aussi une crise de nos apprentissages. Qu'est-ce qu'on n'a pas appris pour qu'on en soit là. Donc ça questionne tout cela. Et donc nous, depuis 40 ans, puisque Terre Agir existe depuis 40 ans, on travaille sur la façon en fait, de développer des apprentissages, la connaissance et l'action ensemble. Apprendre et agir ensemble autour des questions environnementales. Et ce qui est important aussi, et ce qu'on a fait comme constat au fil de ces 4 décennies, en fait, c'est qu'au début, on avait énormément d'informations qui nous disaient ça va mal, de plus en plus de rapports, de plus en plus clairs sur les urgences. Ça fait des décennies que les scientifiques nous alertent. Voilà, et produire de l'information et de la connaissance et de la certitude que ça ne va pas n'est pas suffisant aujourd'hui pour transformer la société. Et donc, au niveau scolaire, ça marche comment? C'est quoi Éco-École? Alors, Éco-École, nous, on en est très fiers parce que ça montre en fait qu'il y a de grandes innovations qui ne sont pas que technologiques. Pour nous, c'est une innovation sociale. Notre idée, à l'origine, a été non pas de produire des projets de classe, mais des projets pour tout l'établissement. C'est-à-dire de réunir tous les acteurs de l'école ensemble, les enseignants, les élèves, les élus locaux, les parents d'élèves, les entreprises aussi qui sont associées à l'école, qui font la restauration ou le nettoyage, parce que ce n'est qu'en mettant les gens ensemble en fait, qu'on va plus loin dans la résolution des enjeux. Ouais, donc c'est pas seulement, ce qui est déjà très bien d'ailleurs, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, c'est informer les enfants ou les élèves sur le changement climatique, en faire des acteurs, etc. C'est vraiment transformer l'école, même dans son fonctionnement, on peut dire ça? Alors on transforme, on a un travail sur le bâti, vous savez, quand même 50% de tous les bâtiments des collectivités territoriales, ce sont des établissements scolaires, 140 millions de mètres carrés à gérer, mais dans un établissement, il n'y a pas que les murs, il y a aussi les relations humaines qui se tissent dedans, et c'est le cœur d'un projet, que ce soit dans les enseignements, à travers des apprentissages, les cours, mais aussi la relation, le climat scolaire, la relation avec le personnel de cantine, etc. Quel bilan vous faites? Allez, ça fait presque 20 ans. Alors, donc nous, on est toujours très fiers de ce que l'on a fait, parce que c'est vraiment une super idée et ça marche vraiment bien. Le bilan aussi, c'est que c'est difficile, tout simplement, parce que le système scolaire, même s'il a beaucoup progressé pour accueillir ce type de projet, eh bien, il reste encore profondément disciplinaire, alors que tout ce que l'on propose, c'est justement de casser les cloisons disciplinaires et de mettre les gens ensemble. Ouais, effectivement, donc c'est difficile de classer ces cloisons. Votre méthodologie, évidemment, elle est adaptée au contexte scolaire. Est-ce que vous avez dû imaginer développer des outils spécifiques? Et puis, question subsidiaire,
Qui faut-il convaincre en premier? C'est le directeur de l'établissement ou la directrice? C'est des profs? Comment ça fonctionne? Alors, les moteurs sont les enseignants. C'est eux qui décident qu'un projet a lieu ou pas. On ne peut pas venir les convaincre, les forcer à le faire parce que ça va se retrouver au cœur de leur classe. Donc voilà, donc ça c'est un point important. Et par contre, une fois qu'ils sont moteurs, là, il se passe des choses vraiment intéressantes. Est-ce qu'il y a des établissements qui ont vraiment changé, mais vraiment dans leur mode de fonctionnement, c'est-à-dire dans les produits qu'on va proposer à la cantine, dans, je ne sais pas, la source d'énergie? Est-ce que ça peut aller jusque-là? Mais totalement. Les transformations sont profondes. Après, on ne fait pas forcément d'une passoire énergétique un bâtiment HQE, évidemment. Mais par contre, oui, il y a un travail à tous les niveaux sur donc 8 grands thèmes écologiques, sociaux aussi, parce qu'en fait, on mélange les deux, ils sont très liés, la santé, l'alimentation. Donc, il y a énormément de travail. Je vais les citer, sur déchets, biodiversité, santé, solidarité, eau, alimentation, énergie, climat. Absolument, absolument. Bon. Je vous donne un exemple très concret aussi de ce qui se passe. Des élèves préparent des questionnaires, des enquêtes, des diagnostics pour aller comprendre ce que l'on peut transformer dans l'école. Ils vont rencontrer le personnel scolaire avec des questionnaires en main, pour comprendre d'où ça vient, les aliments, etc., c'est quoi le volume des déchets, etc. Et à partir de là, eh bien, ils vont proposer des actions en comité, collectif, pour améliorer tout ça. Donc, effectivement, c'est porteur. On a des filières d'agriculture locale qui se développent à l'issue des projets, et donc énormément de choses. Ils deviennent ambassadeurs, ces enfants, après, auprès de leurs parents? Alors, ils sont... Vous l'avez ressenti, ça? Oui, absolument, absolument. On dit souvent que les enfants sont prescripteurs. C'est peut-être un peu dérangeant, mais c'est sacrément vrai, absolument. Et ils ont un rôle très, très important. Effectivement. Il y a un label Éco-École? Oui. Il y a 4000 établissements scolaires qui sont engagés avec nous, qui sont inscrits, mais ce n'est pas obligatoire d'aller jusqu'à la médaille, on va dire, jusqu'au label, parce que parfois, ça demande trop de temps. Donc, on a un label, effectivement, qui est valorisant. Il faut savoir que les communautés enseignantes, elles aussi, en fait, ont besoin d'être valorisées pour leur réussite. Et donc, c'est quelque chose aussi de très positif, ça donne des bonnes nouvelles. Est-ce que ce label, il est différent, je ne sais pas, complémentaire ou concurrent de celui qui est délivré par les académies, je crois, qui s'appelle E3D, c'est ça? Alors, on était là en premier. et quelque part, on a inspiré le label du ministère de l'écologie. Et depuis, on apprend à vivre ensemble. On est en accord cadre avec l'éducation nationale. On se connaît, on est même financé. Voilà. Mais c'est vrai que l'éducation nationale a voulu un produit issu de la maison. Donc, ça fait un peu de contradiction pour les établissements scolaires parce qu'ils se disent mais pourquoi je fais l'un, l'autre? Il y en a qui font les deux, c'est dommage. Mais voilà, sinon on a aussi quand même énormément d'accords avec les académies pour faire cohabiter les deux et le faire en bonne intelligence. Est-ce que c'est duplicable en entreprise, ce que vous faites? Alors, dans les écoles. Ce qui est amusant, c'est que l'origine d'Éco-École est même une idée qui est venue des agendas 21 territoriaux. Vous savez, en 92, à Rio, l'idée, c'était de dire il faut une méthode pour transformer le territoire en faisant des diagnostics, en impliquant les parties prenantes, en ayant des plans d'action. C'est comme ça que c'est né. On a répliqué tout ça, mais à l'école. Donc oui, je pense que c'est carrément transposable, puisque c'est vraiment, l'idée, c'est presque un business plan, en fait, si on le traduisait au domaine de l'entreprise. Si je reviens vraiment au milieu scolaire, donc on a cité les différentes thématiques, les profs s'en emparent, c'est ce que vous avez dit, vraiment le point de départ, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans dans les cours qu'ils donnent aux enfants, ils vont intégrer aussi cette dimension-là? Oui, c'était important pour nous, c'est pas une discipline de plus. Ça s'appellerait d'ailleurs la SVT. On cherche vraiment à le faire pénétrer dans chaque discipline. En géo, par exemple, on peut étudier le parcours d'un jean à travers la planète. Donc, dans toutes les disciplines, nous, on a créé des passerelles pour que ça soit utilisable et lié au programme. Est-ce que c'est chronophage pour les profs? Ça demande du temps, oui. Ça demande de l'énergie. Et souvent, on fait appel aux plus volontaires, aux plus motivés, absolument. Et c'est là où il faudrait créer les conditions pour faciliter l'accès et pour encourager ces pratiques. Petite question, j'allais dire politique, mais c'est vrai que ça existe depuis donc votre association depuis 4 décennies et Éco-École depuis 2 décennies. 2007, Nicolas Sarkozy élu, de Grenelle de l'environnement très très vite, et puis ça retombe comme un soufflet avec la crise des subprimes en 2008. Comment vous expliquez cet effet comme ça
de stop and go en quelque sorte. C'est difficile pour moi de vous donner une lecture de tout ça, même sans vouloir faire de politique. Je ne sais pas très bien l'expliquer, mais on est sur des tendances longues. L'éducation nationale s'est vraiment lancée dans la volonté de généraliser tout cela en 2004, donc c'est ancien, presque en même temps que nous, avec plusieurs textes. En fait, mais c'est très lourd et c'est très long, effectivement, de transformer les choses. Après, il faut vraiment des impulsions fortes. Je pense qu'il nous manque des signaux très forts. En fait, on est encore sur des adaptations à la marge, souvent. C'est-à-dire que ça reste sur des temps souvent volontaires de la part des enseignants. Pourquoi, en fait, on devrait vraiment aller plus loin et en fait, il y a énormément de co-bénéfices. C'est vraiment extrêmement porteur de citoyenneté. On a fait des études qui montrent, en fait, que les retombées sont extrêmement positives sur la montée la motivation des élèves, mais même sur le territoire à l'échelle locale, sur les économies à l'échelle de l'établissement, sur l'alimentation. Enfin, à mon avis, on a vraiment tout intérêt à encourager ces pratiques. Ça existe dans d'autres pays ? Oui, bien sûr. On est dans 73 pays. On a 50 000 éco-écoles, des éco-schools, plus de 22 millions d'élèves impliqués. Merci beaucoup et bravo pour cette action-là. Il y en a beaucoup d'autres. On pourrait parler de la Clé Verte, qui est le premier label de tourisme durable, par exemple, que vous avez aussi créé, la Journée internationale des forêts. Bref, on aura l'occasion de se revoir pour parler d'autres actions et d'autres bilans de Terragir. À bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre Zoom, l'industrie de la mode en question. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Que faut-il penser du label Ecobalise, mis en place pour alerter sur les ravages de l'ultra fast fashion? C'est la question de notre Zoom aujourd'hui avec Christophe Girardier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le patron, le PDG de Glimpact, start-up que vous avez fondé en 2017, c'est ça? On la présente en quelques mots avant de rentrer dans le détail d'Ecobalise. Glimpact, que j'ai cofondé avec Michael Homs, nous sommes deux cofondateurs, est une entreprise qui aide les entreprises et les citoyens à comprendre l'impact environnemental global de leur activité. Donc pour un citoyen, ses comportements de consommation, et pour une entreprise, son activité. Et pas simplement mesurer leur impact, mais surtout les aider à le réduire. Et alors la spécificité de Glimpact, c'est que nous sommes à l'origine d'une technologie qui s'appelle Glimpact, qui est la première à avoir modélisé la nouvelle doctrine scientifique de l'Union européenne, qui définit l'empreinte environnementale non pas simplement à travers l'empreinte carbone, mais à travers les 16 catégories d'impact de l'activité humaine sur la planète. C'est-à-dire qu'on ne parle que du climat, mais la crise environnementale n'est pas que climatique, elle est systémique. Voilà ce qu'on a fait. Très bien. Alors, évaluer l'impact environnemental des produits, des organisations, on l'a bien compris, c'est votre métier depuis 7 ans. Et vous êtes donc critique sur le label Ecobalise, lancé officiellement par le ministère de la Transition écologique en avril dernier pour... On va simplifier, traquer l'ultra fast fashion. Pourquoi êtes-vous dubitatif, et encore le mot est peut-être un peu faible? Alors d'abord, il faut dire que l'initiative Ecobalise, qui est donc l'affichage environnemental, qui est en fait, enfin, l'application de l'article 2 de la loi Climat et Résilience, qui, je le rappelle, a été votée en 2021 et qui n'a toujours pas de décret d'application. Donc, le principe même de l'affichage environnemental des vêtements ou même des produits alimentaires, ça, c'est évidemment une bonne chose. D'ailleurs, rappelez-vous que l'affichage environnemental date du Grenelle de l'environnement. Sarkozy, d'accord? Donc, 2008. Et on n'a toujours rien. Bon. 2007 même. Donc le principe, parfait. Le problème, c'est la méthode qui préside à l'affichage environnemental. Rappelons pour ceux qui nous regardent, l'affichage environnemental, c'est la possibilité pour les consommateurs d'avoir une note environnementale qui leur permet, en plus des autres critères, le prix et autres, de choisir leurs vêtements ou produits alimentaires en fonction de l'impact environnemental. Et donc, là où ça devient critiquable, c'est que l'Union européenne travaille sur cette approche d'affichage environnemental depuis 10 ans. 10 ans. Et ce qu'on appelle le PEF, c'est ça, le système, c'est le système européen de performance environnementale des produits. Voilà, des produits et des organisations. Et tous les produits, ça marche pour le textile ou autre. Donc le PEF, c'est une méthode, ça s'appelle le Product Environmental Footprint, qui répond à deux questions. Un, qu'est-ce que c'est que l'empreinte environnementale? Comment on la définit? Et deux, comment on la mesure? Cette immense initiative de l'Union européenne, qui a débuté en 2015, a donné lieu, avec la participation de tous les États membres, dont la France,
et d'experts, j'ai eu la chance d'en faire partie, où cette initiative, qui s'appelle Single Market for Green Product, a permis d'aboutir à cette méthode. Et au départ, cette méthode était une recommandation de l'Union européenne pour dire à toutes les entreprises mondiales, et en particulier européennes, si vous voulez mesurer l'empreinte environnementale, il ne faut pas vous limiter aux émissions de gaz à effet de serre, il faut regarder l'ensemble des 16 catégories d'impact, la biodiversité, les ressources fossiles et autres. Donc, ça a été la première étape de l'Union européenne. Deuxième étape, dans le cadre du Green Deal, l'Europe a voulu légiférer. Et elle a pris 2 mesures, je ne rentre pas dans le détail, puisqu'elles sont récentes. Une, en 2023, que toutes les entreprises connaissent, c'est la directive CSRD, relative à le reporting extra-financier. Donc, comment on fait son reporting extra-financier qui est en vigueur. Et puis le deuxième, qui est moins connu, et dont la presse a peu parlé d'ailleurs, qui est le SPR, c'est-à-dire le nouveau règlement pour l'éco-conception des produits. Ce règlement a été voté au mois d'avril et adopté au mois de juillet. Et pour terminer sur l'éco-balise, la méthode d'éco-balise ignore les règles. Alors justement, j'allais y venir, parce que donc c'est une règle européenne maintenant. Donc, et vous nous dites que l'éco-balise déroge à cette règle européenne. Pourtant, en préparant l'émission, je vois que l'ADEME fait référence à ce fameux PEF, à ce système européen, quand elle promeut l'éco-balise. Alors je ne comprends plus. Et vous avez raison, et c'est bien tout le problème, c'est que, alors d'abord, le règlement sur le nouveau règlement sur l'éco-conception des produits, il est en vigueur depuis le 18 juillet. Hein. Donc c'est pas une directive, c'est une législation, et pour ceux qui nous regardent, une législation est une loi qui s'impose à tous les États membres. Et donc l'ADEME et le gouvernement, enfin l'ex-gouvernement, puisqu'on ne peut plus parler de gouvernement démissionnaire, il va y en avoir un nouveau, a expliqué qu'elle s'appuyait sur cette méthode pour créer éco-balise. Pour créer éco-balise. Sauf que elle explique au même moment que ce référentiel n'étant pas à leur goût, ils partent de cette méthode européenne pour y ajouter d'autres critères. Et donc, in fine, c'est ça ce que je conteste, c'est que in fine, le score éco-balise ne ressemble en rien à la méthode originelle. Ok, juste pour se placer de mon point de vue de consommateur, en fait, pourquoi ce label éco-balise éventuellement va me tromper? C'est-à-dire qu'il y a des lobbies qui sont rentrés en jeu, il y a des critères qui ont été poussés plus que d'autres. Pourquoi il ne fonctionne pas? On peut le dire, et c'est exactement ce que l'Europe veut éviter. L'Europe s'est dit, imaginez que chaque pays invente son éco-score, c'est ce que fait la France. Vous imaginez votre veste notée avec un score en France, et la même veste notée avec un autre score en Allemagne, en Italie. Ça n'a absolument aucun sens. Le SPR détermine une règle commune et délègue à la Commission européenne le soin de définir la règle scientifique qui préside au calcul du score. Voilà. Et donc, pour le consommateur, le fait d'avoir... on peut dire que l'éco-score éco-balise est un éco-score particulier et qui n'est pas celui... Donc Mais est-ce qu'il est moins disant ? Est-ce qu'il est moins exigeant? Alors, oui sur non. certains critères, non sur d'autres. C'est ça le problème, c'est qu'en gros, les ajouts de la méthode éco-balise française vont multiplier d'un rapport 2 à 3, dans un sens comme dans un autre, le score. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est tout l'intérêt de suivre une règle commune et scientifique. L'éco-balise rajoute des indicateurs, par exemple, qui prennent en compte des indicateurs de type durabilité, qu'on appelle émotionnel ou extra-physique, si je puis dire, qui vont déterminer un indicateur qui va s'appliquer au score, mais qui n'ont plus trait au produit, mais aux pratiques commerciales de l'entreprise. Ça, c'est un exemple. Et rien que ces indicateurs complémentaires vont évidemment complètement caricaturer le score. Oui, je comprends. Mais dans ce qui devrait faire, ou ce qui fait une partie de ce score, ou dans ce qui fait le règlement européen, il y a des données qui sont pas contestables. C'est quoi? C'est la quantité d'eau, c'est l'électricité, quel mix énergétique? Qu'est-ce qui rentre ou qu'est-ce qui doit rentrer dans un bon label? Voilà. Alors, en fait, ma question. Les 16 catégories d'impact définies par la méthode européenne. Et c'est exactement ce que vous venez de dire. Donc évidemment, les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation des ressources en eau, très important pour l'industrie textile. Alors justement, c'est une excellente occasion de vous dire les différences. Sur cet indicateur, la Commission définit une méthode de caractérisation des ressources en eau que la France va changer.
Et alors, c'est grave. Je vous donne un exemple. Dans la méthode européenne, on prend en compte non seulement l'usage que vous faites de l'eau, si vous la rajoutez dans sa milieu naturel, on en tient compte, mais surtout, on va tenir compte de ce qu'on appelle le stress hydrique. En gros, pour vos téléspectateurs, 1 mètre cube d'eau prélevé en France n'a pas du tout le même impact qu'un mètre cube d'eau prélevé en Italie, par exemple. Évidemment, là où les ressources sont rares, la même quantité d'eau est beaucoup plus impactante pour l'environnement. Eh bien, cette logique-là n'est plus prise en compte. La France décide, je vais retirer cet indicateur et je vais le calculer différemment. Mais le plus stressant, c'est pour répondre à votre question, les 16 indicateurs, il y a des indicateurs sur la toxicité humaine ou sur l'écotoxicité, c'est-à-dire la toxicité dans les sols, les rivières, les océans et dans l'atmosphère. La méthode Ecoli supprime trois de ces indicateurs pour les remplacer par un indicateur qui n'a plus rien à voir avec la logique. Donc ça, le principe de modifier ça, ça veut dire ne plus s'inscrire dans le cadre européen. Qu'est-ce que vous attendez du futur nouveau gouvernement ? Très simplement, l'Europe a défini le cadre. Donc la méthode générique, la méthode EF, et elle précise sa déclinaison par catégorie de produits. Elle a pris le soin, la Commission européenne, avant de voir ce règlement adopté par l'Union européenne, de définir un référentiel pour le textile. Il existe depuis presque un an. Et nous demandons au gouvernement, tout simplement, d'être le premier État à appliquer ce référentiel, qui sera de toute façon le référentiel qui s'imposera à tous les États. Et c'est la façon... quelle belle façon pour ce gouvernement, M. Barnier, un Européen convaincu, on ne peut pas contester l'engagement européen de M. le Premier ministre, eh bien, il pourrait être le premier à appliquer cette méthode, puisque la France est la première à avoir mis dans sa loi l'affichage environnemental. Et bien maintenant, l'affichage environnemental, c'est le nouveau règlement sur les concessions. Et il faut que la France comprenne qu'elle ne peut pas transgresser un règlement européen, ce qu'elle fait aujourd'hui avec Ecobalise. C'est-à-dire que si on garde Ecobalise tel qu'il existe aujourd'hui, la France est en faute par rapport au règlement européen. Je vais même aller plus loin. L'ex-ministre nous a présenté au mois de juillet des projets de décrets d'application, et je lui ai dit, ces décrets d'application, pour nous, sont privés de base légale en présence de l'adoption du nouveau règlement sur l'éco-conception. Donc avec une perspective de conflit, de procédure judiciaire qui pourrait se développer. Je vais vous donner un exemple. Si ça bouge pas. Ce n'est pas la première fois que la France a été condamnée sous le précédent gouvernement. Vous connaissez la loi GEC, qui impose un certain nombre de critères intéressants pour les industriels de traçabilité. 2 décrets publiés par la France sur la loi GEC ont été censurés purement et simplement il y a à peu près 5 mois par l'Union européenne. Donc la France, en persistant sur Ecobalise, risque la censure de l'Union européenne. Merci beaucoup Christophe Girardier, c'était passionnant. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. C'est Smart Ideas avec Noémie Arnal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente cofondatrice de Grise. Vous l'avez créée en 2023 avec Logan Favier. Avec quelle idée? C'est quoi le départ? Le départ, c'est que je me suis retrouvée dans ma salle de bain avec beaucoup de produits que je n'utilisais pas, que je finissais par jeter. Et j'avais ce même constat en tant que professionnelle, parce que je travaillais longtemps dans la cosmétique, où on détruisait les anciennes gammes, les produits abîmés. Et je me suis dit, c'est dommage de créer un produit avec une bonne idée si au final il finit à la poubelle. Mais de quel type, volume de gaspillage on parle? Aujourd'hui, c'est 4 tonnes de produits qui sont jetés par jour rien qu'en France. Et ça représente pratiquement 1,2% du chiffre d'affaires de cosmétiques, rien qu'en France. Donc ce chiffre, il date de 2021. On l'a vu s'appliquer, ça n'a pas bougé depuis. Ça a augmenté forcément, parce que forcément, il y a de plus en plus de marques, de plus en plus de propositions d'achat. Et en fait, ce chiffre, il ne fait que croître. Comment il s'explique? Quelles sont les raisons de ce gaspillage? Alors, il y a 4 raisons. Il y a des anciennes collections, tout ce qui va être édition de Noël ou autre. Il y a des surstocks, des producteurs qui demandent à fabriquer plus pour que les coûts soient moins élevés. Il y a des dates courtes, tout ce qui est complément alimentaire ou produits cosmétiques a une date de durabilité. Ou alors des packagings abîmés. Par exemple, votre tube où l'étiquette est mal collée. Est-ce que c'est lié aussi à notre société de consommation? C'est-à-dire on invente, on crée, de la nouveauté plus ou moins réelle pour donner envie d'acheter? Forcément, parce que chaque personne a une typologie de peau et des envies différentes. Et vous allez avoir forcément une publication ou une pub qui va attirer plus un client ou autre. Mais bon, si après on en fait autant qu'il y a d'habitants, ça fait beaucoup. Effectivement, on va revoir ce chiffre. 4 tonnes de crème de beauté jetées chaque jour en France. Voilà pour le constat.
comment on peut utiliser Grise? C'est quoi Grise pour lutter à notre petit niveau contre ce gaspillage? Grise, vraiment, nous, on veut être un acteur de la transition écologique en aidant vraiment les marques à revaloriser leurs produits, comme on l'a dit, invendus, mais aussi ce qui est invendable parce que c'est périmé. Donc, on a 3 secteurs. On fait de la vente, du coup, sur notre site grise.fr pour les ventes événementielles, mais on fait aussi du don à des associations pour vraiment mettre en adéquation le produit à la bonne personne. Parce qu'au final, s'il est remis... oui, si c'est pour qu'il soit jeté un peu plus tard, ça sert à rien. Exactement, c'est pour qu'on surencombre les assos, c'est pas pareil. Et la dernière partie, là, sur laquelle on travaille en R&D, c'est la partie recyclage, pour qu'un produit périmé ait une seconde vie. Par exemple, on travaille avec les crèmes solaires pour faire de la peinture en bâtiment et pour éviter le réfléchissement, les gels douche pour en faire du coup de la détergence industrielle. Alors, on y reviendra peut-être, j'espère qu'on aura le temps sur cette question de recyclage, mais on parlera des associations, mais ce que je vais trouver moi sur le site éventuellement, c'est beaucoup moins cher forcément. Quel est mon intérêt de consommateur? Vous, en tant que consommateur, vous allez trouver des produits de qualité entre moins 30 et moins 80%. Chaque semaine, ça change. On a des nouvelles marques, des produits de soins pour hommes, pour femmes, pour bébés, pour famille. Enfin, comment vous les récupérez? En direct avec les marques. En fait, on travaille avec eux en direct, qui ont leurs stocks, leurs usines. Et en fait, on va faire transiter les stocks dans notre logistique pour, du coup, les... Votre modèle économique, c'est un modèle de vente, tout simplement? C'est un modèle de vente par commission, oui. Oui, d'accord. Alors, les associations, comment vous sélectionnez, entre guillemets, les associations pour justement, vous nous le disiez, toucher la bonne personne au bon endroit? Il y a un premier travail de recherche, un peu de sourcing. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans des associations qui avaient de la socio-esthétique, donc le bien-être et l'amélioration par les produits de beauté. Et à partir de là, du coup, j'ai séquencé un peu géographiquement où est-ce qu'elles étaient placées, le nombre de bénéficiaires qu'elles avaient et aussi leur type de produits recherchés. Donc, en fonction des produits et des marques qu'ils veulent donner, je fais le transit au bon endroit. Et donc, c'est combien d'associations Aujourd'hui, là, on a recensé une 50aine d'associations et on a aidé depuis 1 an environ 6 assos. Mais du coup, qui multiplie. Alors, je rentre dans le détail du modèle économique parce qu'on crée une entreprise et on veut qu'elle ait du sens et qu'elle participe à l'amélioration de notre quotidien et de la société. Et pour ça, il faut qu'elle soit pérenne. Bon, exactement. Donc, si vous donnez tout aux associations, il n'y a plus de business. Donc, comment vous faites l'équilibre? En fait, on fait l'équilibre en faisant une prestation de vente et de don. Le don, c'est pas sur lequel on va toucher de l'argent. Oui. Mais par contre, nous, on implique la marque à faire aussi de la vente pour bénéficier à des personnes qui ne sont pas bénéficiaires d'une asso. Et du coup, on va rétribuer en fait cette partie. Ouais, donc ça suppose une forme de partenariat avec Exactement. les marques, c'est ce que je comprends. Le recyclage, je vous dis, on est en R&D. Oui. Quel est l'objectif? L'objectif, en fait, c'est de créer des filières pour le recyclage des pots de crème, aujourd'hui, qui sont soit chez les particuliers ou soit chez les marques, qui sont périmés, inutilisables, et de leur donner une seconde vie. Donc, on travaille avec une école d'ingénieurs pour aller vraiment chercher quelle va être peut-être la finalité de la crème. Alors là, c'est en masse, ça doit être gigantesque. C'est énorme. C'est énorme. Et après, si on cumule ça aussi avec vos pots de crème chez vous, dans les particuliers, ça devient colossal. Merci beaucoup, Noémie Arnal, et bon vent à Grise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Be Smart for Change. Je voudrais remercier celles et ceux qui m'accompagnent, Cyrielle Chazal et Alexis Mathieu, en charge de la programmation et de la production, Angèle Jean-Girard, le réalisateur, et Thibaut Goury-Lafont pour le son. Ah ben non, j'ai plus d'oreillettes, c'est vrai. Salut.